Je m'appelle Diego Marín Barnuevo, je suis professeur agrégé de droit financier et fiscal à l'Université autonome de Madrid et dans le cadre du programme Partage des connaissances de l'Union des dirigeants des territoriaux de l'Europe, je vais faire un exposé sur le financement local en Europe. Lorsque l'on parle de financement local en Europe, on fait référence aux collectivités locales qui obtiennent des ressources financières dont elles peuvent disposer pour faire face à leurs obligations. Il s'agit d'une réalité dont on doit connaître d'une part la provenance des ressources publiques locales et d'autre part la manière dont les collectivités locales réalisent leurs dépenses. Évidemment, il s'agit d'une réalité complexe et chaque pays doit s'occuper de ses propres concepts hétérogènes. Étant donné le nombre de communautés avec des évidences si différentes, il est normal par conséquent que dans un même pays, il y ait des différences de financement, surtout entre les communes les plus petites et les plus grandes. Pourtant, au vu des réalités disparates, dans un même pays et en l'appliquant au contexte européen, nous pouvons conclure qu'il existe une historicité très hétérogène et qu'il est difficile de trouver un dénominateur commun au financement local référé pour toutes les communes de l'Europe. Cependant, à côté de ces différences, il est possible de trouver des lignes convergentes et des similitudes de financement local dans les différents pays d'Europe. Parmi ces similitudes, celle de l'existence d'une proximité géographique et culturelle entre les divers villages européens est primordiale. Donc, il y a des pays qui fonctionnent avec des régimes de financement local très similaires à ceux des pays voisins à cause de leurs échanges culturels, technologiques et juridiques, étant donné leur proximité géographique. Ainsi, lorsqu'on parle des modèles de financement local, il y a des secteurs qui différencient, comme on va les voir plus tard, les modèles nordiques, les modèles anglo-saxons et les modèles latins, et qui font précisément référence aux caractéristiques communes de financement dans leur groupe de pays. À côté de ces similitudes d'origine géographique, il y en a d'autres qui dérivent de l'adoption des textes législatifs relatifs aux finances locales et qui s'y projettent sur un nombre important de pays européens. Ainsi donc, en premier lieu, il faut citer la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée par un grand nombre de pays européens, dont l'article 9 relève les principes d'autonomie financière des collectivités locales. Évidemment, cette charte et cet article 9 engage tous les pays signataires de la dite charte en référence à la configuration des finances des collectivités locales. En premier lieu, cet article 9 fixe les principes d'autonomie locale, c'est-à-dire la reconnaissance du droit des collectivités locales à disposer des ressources propres suffisantes dans l'exercice de leurs compétences. À côté de ces principes d'autonomie locale, il est établi que les principales ressources financières des collectivités locales proviennent de la base patrimoniale et fiscale. Et en ce qui concerne celle-ci, chaque commune aura la compétence de fixer les taux et les taxes dans les limites de la loi. Cet article 9 fixe aussi la possibilité d'établir des mesures équivalentes de compensation destinées à corriger les effets de la répartition inégale afin de protéger les collectivités locales financièrement plus faibles. Il est également prévu que les subventions accordées aux collectivités locales seront principalement inconditionnées afin qu'elles puissent les destiner à une finalité considérée comme plus adéquate. À côté de ce texte législatif, il faut mentionner le pacte de stabilité et de croissance qui touche seulement les États membres de la zone euro. Dans ce pacte, si bien connu, l'engagement des signataires est de ne pas dépasser une limite de déficit public supérieure à 3%. Cette règle de limitation du déficit à 3% oblige également un financement local, mais de façon différente. Il y a des pays où le déficit public des communes ne peut dépasser ce chiffre de 3%. Mais d'autres pays, comme c'est le cas en Espagne, la transposition de ces pactes à sa constitution
à l'actuel article 135, établit une réglementation différente pour la gouvernance centrale et locale. Concrètement, il est interdit aux collectivités locales d'avoir un déficit public. Par conséquent, ces pactes de stabilité et de croissance développés par les législateurs espagnols supposent de facto que les collectivités locales doivent maintenir en tout temps une situation d'équilibre budgétaire. Elles ne peuvent se permettre aucun genre de déficit. À côté des similitudes que l'on vient de définir, il existe aussi des différences importantes à signaler. En premier lieu, citons les divergences de nature démographique, certains pays ayant une densité de population clairement différente des autres. Ainsi, par exemple, des pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, qui ont une densité de population autour des 500 habitants par kilomètre carré, comparé à des pays comme l'Espagne ou l'Autriche qui possèdent une densité de population approximative de 100 habitants par kilomètre carré. Plus important encore est la différence avec des pays scandinaves tels que la Suède ou la Finlande où la densité de population atteint les 20 ou 25 habitants par kilomètre carré. Il est normal que cet élément différentiel de densité de population conditionne notablement la manière dont on traitera les services publics ainsi que leur financement. De même, et en relation avec la démographie et l'organisation politique des communes, l'importance des collectivités locales est très inégale dans les différents pays européens. À signaler que dans le cas du Royaume-Uni, la grandeur moyenne des communes est approximativement de 135 000 habitants, un chiffre sensiblement supérieur à celle d'autres pays européens. Ce chiffre si élevé est suivi par celui de l'Irlande qui se situe autour de 45 000 habitants de moyenne de population des communes, clairement éloignée de la moyenne d'autres communes comme en Espagne, en Autriche ou en France, où la moyenne se situe autour de 5 000 habitants. En France et en Espagne, les 90% des communes ont une population de droit inférieure aux 5 000 habitants. Il est évident que cette circonstance conditionne notablement la façon dont les services vont se partager de la part des collectivités locales et par conséquent leur financement. Il y a aussi des différences d'origine politique en rapport avec les diverses compétences que les collectivités locales possèdent dans les différents pays européens. À souligner que dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Suède, les communes ont des compétences en matière d'éducation qui supposent un niveau de dépenses beaucoup plus élevé que dans des communes qui ne possèdent pas cette compétence. Pour parler de l'exemple du Royaume-Uni, ces dépenses en matière d'éducation se montent à 30% des dépenses totales des collectivités locales. Dans d'autres pays comme le Danemark ou la Suède, on trouve des communes avec des compétences en matière de santé et qui représentent aussi un pourcentage élevé du total des dépenses publiques locales. Ces différences de compétences et de dépenses déterminent qu'il existe des pays où les dépenses publiques totales et locales se trouvent dans une relation clairement différente envers d'autres pays. Concrètement, dans les pays déjà mentionnés, comme le Royaume-Uni ou le Danemark, les dépenses publiques locales représenteront environ 30% du total des dépenses publiques, alors que dans des pays comme l'Espagne, la France, le Portugal ou l'Italie, les dépenses publiques locales ne représentent que 10% des dépenses publiques totales. Cela suppose que l'on a moins de compétences dans ces pays et, par voie de conséquence, ils doivent supporter moins de dépenses dans l'exercice de leurs compétences. D'un autre côté, et en relation avec les revenus, il faut souligner le fait que presque tous les États membres européens et la plupart des communes
de ces pays ont des revenus qui proviennent des impôts ou de revenus patrimoniaux. Les revenus qui proviennent des impôts représentent plus de la moitié des revenus locaux dans beaucoup de pays comme le Danemark ou l'Autriche. Dans ces pays, les revenus de base fiscale se complémentent par des subventions ou des virements de l'État accordés aux collectivités locales. Donc, dans des cas comme au Royaume-Uni, ils peuvent représenter jusqu'aux 2/3 de la part des revenus publics locaux. En rapport avec les impôts et les revenus locaux, on va découvrir que selon la doctrine à appliquer, il est possible de différencier 4 modèles de financement local. Le modèle anglo-saxon, le modèle nordique, le modèle du centre européen et le modèle latin. Dans le modèle anglo-saxon, le système de financement se construit sur la base d'un impôt principal sur les revenus de valeur mobilière et dans le cas du Royaume-Uni sur la partie principale des revenus tributaires. Évidemment, cela suppose que le barème de paiement pour la possession des immeubles au Royaume-Uni soit supérieur à celui exigé dans d'autres pays européens. À titre d'exemple, signalons que les rentrées d'argent obtenues au Royaume-Uni par l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières sont 3 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne, dont les territoires et la population sont plus importants qu'au Royaume-Uni. À côté de ce modèle anglo-saxon appliqué au Royaume-Uni et à l'Irlande, un deuxième modèle, le nordique, va s'appliquer au Danemark, à la Suède et à la Finlande. Il se caractérise par des revenus tributaires qui deviennent fondamentalement de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et constituent pour les communes de ces pays la principale source de revenus tributaires. Dans tous les cas, cet impôt est complémentaire à d'autres, comme l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières et l'impôt sur les revenus des personnes juridiques, ces derniers étant cités dans l'ordre d'importance. Le troisième modèle, celui du centre européen, quant à lui, c'est un mélange des 2 modèles antérieurs et c'est le modèle qui prévaut par exemple en Allemagne et en Autriche. Il se caractérise par la combinaison entre un impôt important sur la propriété mobilière et celui sur les revenus des personnes. Dans ces cas, quand les communes acquièrent des ressources financières par la liquidation des revenus des personnes, cela permet à l'État d'obtenir un pourcentage de participation lors de cette liquidation. Le quatrième modèle appelé latin, qui évidemment correspond à celui appliqué en Espagne, en France, au Portugal et en Italie, se caractérise par une absence concrète de figures tributaires malgré qu'il existe une grande variété, autant en ce qui concerne les impôts que les taxes. Et quoique aucun d'entre eux se distingue envers les autres, ils contribuent au financement des dépenses publiques locales. Évidemment, ce que je viens d'exposer met en évidence qu'il existe de grandes différences entre les modèles de financement des pays européens. En conclusion, je tiens à signaler qu'il serait important que les États membres de l'Europe apprennent ce que d'autres pays utilisent ou mettent en place dans le cadre des sujets qui viennent d'être abordés, afin qu'ils sachent trouver les meilleurs modèles de financement et découvrent quelles sont les caractéristiques les plus favorables pour améliorer leur propre système de financement locaux. Merci beaucoup.